Brasileu, Brasileu. Salut. Ça va? Je lance le live là maintenant. Allez-y. Nikos, je commence avec toi. Je sais pas quand ils vont prendre la parole. Alors attends 2 secondes, je dis bonjour à tout le monde. Vraiment de quoi il s'agit là. Ben, là j'ai, pour l'instant j'ai mon carnet. Après je crois qu'il va prendre la parole. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vous montre, on est devant le palais de justice de Bastia. Voilà, donc comme dans le titre, je l'ai indiqué, donc on est avec le collectif Bella Ciao. Donc c'est un collectif qui a été... Ça va mec? Donc collectif fondé par Maga et Tori qui est en train d'accrocher l'affiche là que vous voyez juste ici. Donc il va y avoir une prise de parole dans un premier temps, puis après on va aller là-bas et il y aura une séance, enfin un film, parce que Monsieur Etor a réalisé un film dont, enfin il va vous en parler mieux que moi, puisque je suis pas au courant de. Toi Nico, tu sais pas de quoi parle le film? Parce que Non mais sincèrement je n'ai pas la moindre idée. Bon ok, tu veux prendre la parole en attendant? De toute façon c'est trop tard, t'es filmé là. Bah, j'ai quelques bonnes nouvelles à annoncer, salut tout le monde. On est combien en tout avec nous? Alors là il y a 227 personnes sur VQ3 et peut-être s'ils ont partagé sur VQ2, peut-être le double. Bah incroyable, vous êtes assez nombreux. Bah moi je suis venu pour soutenir en fait, par ma présence en fait, les gens qui sont mobilisés ici concernant le film de l'association Bella Ciao. Ouais. Et mais aussi, j'en sais pas plus en vrai, mais les gens qui y sont, ce sont des personnes que j'apprécie, en fait, donc voilà, c'est important pour moi d'être là. Mais surtout j'ai des bonnes nouvelles, vous pouvez en trouver certaines sur le site de Décodeur que vous connaissez déjà. Concernant le traitement qui a été approuvé par la FDA maintenant, c'est un traitement de Pfizer, alors il ne s'agit pas de le prendre, mais le fait c'est que de l'instant où un traitement existe, en fait, il ne peut y avoir ni obligation vaccinale, ni vaccination contraignante, etc. Tu connais le nom de ce traitement? Oui, c'est Paxlovid. Paxlovid. Ouais. Donc ça c'est un traitement qui a été autorisé par la FDA, donc ça impliquerait que s'il propose un traitement, on irait vers la fin d'un pass vaccinal. Exactement. D'accord. Exactement. Bah normalement, globalement, pousser pour la vaccination n'a plus aucun sens en fait. De l'instant où il y a un traitement. Imagine que les gens par exemple, ils ont un rhume et on a un traitement contre le rhume, d'accord? Ouais. On en a même plein, hein. On le prend et après on se sent tout de suite mieux. Il n'y a personne qui fait des vaccins contre le rhume, tu vois. Parce que justement ça se soigne très facilement. Et alors je sais qu'ils ont rejeté les traitements en fait traditionnels qu'on avait comme hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine. Ils ne veulent pas les reconnaître parce que c'est générique et du coup ils sont pas sous le coup de brevet et ils coûtent pas cher. Mais celui-là il va certainement coûter cher et comme je le répète, il ne s'agit pas de le prendre, il s'agit de comprendre quelles conséquences politiques ça peut avoir. Et également en parallèle on a vu que... Il n'y avait pas Merck aussi à un moment qui avait sorti une molécule mais finalement qui devait sortir, qui n'est pas sorti. Les laboratoires Merck, justement, qui devaient proposer un traitement aussi, il me semble. Oui, et là, il y a eu pas mal de propositions, il y a Molnupiravir, etc. Ouais. Mais enfin, c'est toujours les mêmes enfoirés, en fait, qui les proposent. Molnupiravir, vous avez vu, il arrive à le prononcer. Molnupiravir, ouais. Pourtant, il n'est pas français. Hein. Ah ben, voilà, avec ce que je fais, je suis obligé d'être au courant de certaines choses. Donc voilà, en deuxième lieu, on a appris aussi que l'armée américaine a développé un vaccin dose unique contre tous les variants qui provient globalement contre tous les coronavirus et neutraliserait la protéine spike. J'utilise le conditionnel parce que je n'ai pas les certitudes absolues. En tout cas, ça aussi c'est intéressant. Et la question à se poser, c'est pourquoi l'armée sort 2 ans plus tard ce traitement? Qu'est-ce que ça implique? Comment ça va marcher? Il n'y a aucune question de rappel et de tout ce genre de choses avec ça. Je fais un peu de pub pour les décodeurs. Si vous voulez en savoir plus, en fait, vous pouvez aller. C'est Léo, il en a parlé ce matin sur Telegram, c'est ça? Bah oui, ce matin on a préparé 3 vidéos sur 3 grosses infos en fait qu'il y a eu qui sont tombées hier et avant-hier.
Et on a fait 3 petites vidéos justement pour faire un peu le tour, pour comprendre ce qui se passe. Il y en a une également qui parle en fait de Hillary Clinton et des problèmes auxquels elle va être confrontée très bientôt à cause de l'enquête Durham. Ouais, John Durham, ok. Voilà, parce que là Durham il a trouvé ça très très louche que en fait Danchenko, le gars qui a été la source du dossier Steele. L'avocat. C'est pas une histoire qu'ils ont. C'est pas l'avocat. Non, mais c'est pas une histoire qu'ils ont le même avocat. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont exactement le même cabinet avocat et vu que dans l'enquête Durham, ils vont être en position où ils sont dans un certain conflit d'intérêts. Parce qu'il y en a un, il va forcément dire quelque chose sur l'autre. Ben, c'est vraiment très très louche le mec qui fait la même cabinet d'avocat. Ce qui relève du secret de la procédure, etc. En fait, il ne peut pas tenir vu que les avocats ils sont en confidence avec leurs clients. Et si c'est le même cabinet avocat, il y a des informations qui vont circuler entre les prévenus, qui peuvent circuler entre les prévenus et qui ne sont pas censés circuler. C'est pas complètement interdit normalement pour un avocat de prendre les dossiers de clients, de clients qui ont des intérêts opposés, puisque c'est ça le problème. Exactement. C'est exactement ça le problème parce que je sais pas si vous savez. Attends, est-ce qu'on va se reculer parce que la dame a décidé de faire du tambour juste devant, juste pour nous aider à. Pour nous assourdir un peu. C'est ça. Et imaginez-vous, vous êtes arrêté avec quelqu'un pour la garde à vue, etc. On vous interroge séparément et tout. Et vous avez le même avocat avec le gars. D'abord, il y en a un qui voit son avocat après l'autre. Et après, vous passez en fait en interrogatoire, etc. À un moment donné, vous pouvez, arranger vos histoires ensemble. Ouais. Donc du coup, non, c'est complètement inacceptable. Mais en tout cas, beaucoup d'informations intéressantes et extrêmement positives pour cette fin d'année. Un peu des petits cadeaux de... C'est ça, c'est ce que l'inventeur de la RNM disait. Ouais, c'est ça, si vous êtes croyant, c'est le cadeau de Noël que nous. Oui, il a parlé d'Omicron en disant que ces variants, en fait, sans envoyer forcément les gens à l'hôpital, il se répand très très vite. Il est très peu, selon lui, il est très. Un vaccin naturel, en fait, il appelle ça une sorte de. Donc du coup, il va provoquer de l'immunité naturelle dans la plus grande partie de la population, sans qu'on ait besoin de recourir à des prothèses extérieures. Pour ne pas citer Jaco Attali, qui voulait vendre une société de prothèses justement. Ça va mec? Ça roule. Alors, Ouais, tu voulais me dire quelque chose? Non, pas du tout, Ouais. je voulais voir où tu étais, où vous étiez, si vous aviez disparu. Il me parle des dernières infos, En tout cas, parce que c'est pratique de commencer le live avec Nico, comme ça je suis en d'accord, terrain je sais. connu et on se connaît et c'est En tout cas, plus à l'aise pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il y a Ursula von der Leyen, elle a commandé 4 milliards 600 000 doses de vaccins, Ouais. quelque chose comme ça, 600 millions de doses de vaccins. Et donc cet argent a été payé, je suppose, à Pfizer, etc. Et là, on est confronté en fait au dévoilement du fait que les vaccins ils sont inefficaces, les triples doses tombent malades, ils sont obligés de s'isoler. On a vu avec Pannier-Runacher, on a vu avec Franck Riester, on l'a vu avec Castex. Donc la rhétorique de la vaccination efficace avec ces produits. C'est la magie, hein? Ouais, c'est la magie de Noël. et en parallèle, on voit que Pfizer, apparemment, il s'assure déjà une continuité, on va dire, de vente avec leur nouveau produit, le Paxlovid. Voilà, que je conseille à personne, évidemment, à nouveau. Mais je pense que voilà, très bientôt nous serons devant la fête accomplie qui sera évident aux yeux de tous que les vaccins ça sert à rien et que les gens qui l'ont pris, ils l'ont pris pour rien. Pour rien. Et au moins ça déjà ça risque de faire bouger les lignes. Peut-être on creusera même plus profond. Après au-delà de ça, je pense que j'ai donné assez de bonnes nouvelles. Ouais, j'en ai deux autres aussi. Alors il y en a une qui reste à confirmer, mais la première c'est j'ai vu ça ce matin en fait. C'est une info qui date d'il y a 3 jours. Le docteur Tedros. Alors, je lis ce que j'ai écrit, c'est plus simple, c'est ça. Alors, incroyable aveu, l'OMS sent le vent tourner. Le docteur Tedros a avoué en conférence de presse, je cite, « Nous ferions mieux de nous concentrer sur les 60... » Ah, les motos. Merci les motos. Alors, nous ferions mieux de nous concentrer sur les 60-65 ans qui ont plus de risques de développer une forme grave
et de mourir plutôt que d'utiliser les doses de rappel pour tuer des enfants comme dans certains pays. Ouais, j'ai Voilà. entendu ça. Ouais. Donc source OMS diffusée sur Rudpli. Vous pouvez le trouver, c'était la conférence de Vienne, non pas de Vienne, en Suisse là, je sais plus, c'était il y a 3 jours, c'est Genève, trouvable. je sais pas quoi. Ouais, peut-être Genève, pas trop ouais, je où crois que c'était. c'était à Genève. Bah, en tout cas, 2 versions. Soit c'est un lapsus, lapsus révélateur. J'ai vu la vidéo en entier Oui, et il revient pas, J'ai vu c'était... Et après, il y a quelqu'un qui m'a fait il a la fait exprès de le petite, il m'a dire, dit, quoi. peut-être avec son accent là, éthiopien et tout, il voulait dire cure, il a dit kill. Donc lui Bon. c'est quoi? C'est le référent médical de l'OMS, c'est ça? Ou le porte-parole médical, c'est quoi? Tedros, qu'est-ce que le poste qu'il occupe, j'en sais rien. Parce qu'à chaque fois, que l'OMS prend la parole, ouais, voilà, c'est Voilà. ça. C'est le communicant, quoi. C'est ça. Donc le communicant officiel, je répète la fin de ce qu'il dit. Il dit une forme, plus de risque de développer une forme grave et de mourir plutôt que d'utiliser les doses de rappel pour tuer des enfants comme dans certains pays. Donc là, il avoue clairement que le vaccin tue les enfants. Enfin, Que le rapport bénéfice-risque Ouais. est fortement défavorable. Donc quand on a notre gouvernement qui continue le bulldozer et qui continue à nous dire vacciner les enfants et tout, c'est... Alors, je suis d'accord que c'est très inquiétant, mais après il y a toute cette question toujours du déni plausible. Voilà, ça peut être un lapsus, etc. On ne peut pas construire une théorie à partir de ça, proprement dit, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais effectivement, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, pour lequel les personnes comme Alain militent, en fait, etc. Oui, ça prend quand même, ça a une consonance très très particulière à l'oreille des gens qui sont engagés contre toute cette idée de vaccination généralisée. Surtout là, tous les etc. parents, ils ont commencé à vacciner en France officiellement hier. Les parents ne sont pas... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il est très important, si vous voulez, rendez-vous si vous pouvez sur le site, on a des articles très sourcés en fait de ce qui se passe. N'hésitez pas à les partager. Lesdécodeurs.fr. Voilà. Justement, on a adopté un nouveau format, des vidéos de 10-15 minutes justement par info. Donc du coup, c'est très facile à partager sur les réseaux. N'hésitez pas. Il faut que les gens ils entendent en fait ce qui se passe actuellement. Et que en fait, aujourd'hui, plus que jamais, il faut juste temporiser et attendre un peu. Il y a des infos qui sortent comme quoi il y a ce traitement qui est validé par la FDA qui annule l'idée de la vaccination en fait. Qui annule. En même temps, il y a une info, bon, tu m'as dit que c'était pas encore confirmé, donc ça reste à confirmer, là, ce que je vais dire. Le test PCR ne serait plus accepté par le CDC. Donc ce serait quelque chose de... Enfin, ce serait une info très récente. Bah, en fait, c'est une info très très vieille. Je me rappelle déjà de l'annonce à un moment donné. Très que- très vieille. Moi, Oui. je l'ai vu ce matin, en tout cas. Je crois que ça date encore de cet été. Au CDC, en fait, elle a... Je veux dire, ils y réfléchissent depuis un moment. Oui, ils y réfléchissent. Mais depuis un moment. est-ce que le fait qu'ils y réfléchissent et le fait qu'ils passent à l'acte en refusant les tests PCR, c'est deux choses, tu vois. Donc c'est de savoir si est-ce que vraiment, enfin du coup je peux pas le confirmer aujourd'hui puisque Oui. tu l'as pas fact-checké ça. T'as Non, pas eu le temps. j'ai pas eu le temps là. J'ai pas eu le temps. Et donc si c'est vrai, j'ai noté en dessous combien de milliards d'investis pour ce test qui ne différencie même pas une grippe d'un rhume. Au 1er août 2021, la France avait dépensé environ 5 milliards. Sachant que depuis, peut-être on a doublé. Juste en test PCR. Là, je ne parle pas des tests antigéniques, je ne parle pas du personnel qui est payé pour pratiquer ces tests. Donc, juste 5 milliards en test PCR. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte de la somme que c'est. Oui. Déjà, il y a l'inventeur de test PCR lui-même. Kerry en fait, Mullis, Kerry Mullis, il a indiqué avant de mourir que, à quoi servent ces tests, mais certainement pas à poser un diagnostic. C'est ça. Voilà. On a quand même forcé l'emploi de ces tests, en plus en torturant les gens avec une tige qui leur touche presque le cerveau pendant des semaines, pour la moindre chose qu'ils sont censés faire. Ils veulent faire un voyage, ils veulent faire une sortie, ils veulent faire ci ou ça. Moi, pour quitter la Corse, j'ai dû le faire 2 fois et je peux confirmer que ça fait mal et que c'est humiliant. Voilà. Et surtout que le gouvernement n'a jamais communiqué, par exemple, sur une chose très simple, c'est qu'on peut aussi cracher on peut faire un test PCR avec prélèvement salivaire, Ouais. en fait, L'autotest. au lieu de faire un rhinopharyngé. C'est ça, l'autotest, ils appellent ça. Non, c'est pas l'autotest. C'est D'accord. vraiment un test PCR, on se rend au laboratoire, on crache dans un petit pot. C'est vrai que toi, et- quand tu as pris l'avion, tu as pu ouais. passer Bah, par j'ai ça. insisté pour faire ce test-là. D'accord. Donc Mais ça, j'ai- c'est intéressant, les gens. En fait, vous pouvez insister
pour ne pas être obligé d'avoir un coton-tige dans le nez. Vous pouvez insister, c'est ce que Nico dit. Si vous insistez, et donc tu as dit ça au pharmacien, tu as insisté auprès du pharmacien? Je suis venu et j'ai dit, moi je vais faire un test salivaire PCR, voilà. De toute façon PCR parce que c'est la technologie du balayage en fait pour détecter les choses à l'intérieur du prélèvement, mais la façon de prélever elle est différente. Et alors de l'instant on nous a dit que la chose la plus dangereuse au monde dans cette pandémie c'est les postillons, etc. Je veux dire, il est tout à fait logique que dans la salive ils vont trouver des traces ou pas trouver des traces. Bon, de toute manière c'est fou de devoir faire des exceptions pour un truc qui est déjà une énorme arnaque à la base. Ils sont ces tests PCR qui ne posent aucun diagnostic, qui ne prouvent pas que tu es malade, qui prouvent que tu as des résidus de coronavirus en fait en toi. D'ailleurs, tu avais regardé les chiffres de la grippe depuis 2020? Les chiffres de la grippe depuis 2020, c'est vrai qu'ils étaient ridicules en fait, il n'y avait rien. Je crois qu'il n'y avait rien, c'était proche de zéro. Hein. Alors qu'en 2019, si je ne m'abuse, on a eu une vague de grippe qui était hallucinante, qui a tué énormément de personnes. Je ne sais pas si c'est 2019, mais en tout cas, quelques années avant le Covid, il y avait eu une année, c'est peut-être 2017, non? Et je vous invite d'ailleurs tous, parce que ça y est, dans la tribune, tu sais, de Laurent Mouquet, accompagné de 2000 universitaires, médecins... Oui, ça c'est important d'en reparler. Oui. Ouais. Je vous invite tous à vous rendre sur la religion covidiste. QG, comme quartier général, QG, et il y a la tribune de Laurent Mouquet qui décrypte très bien, en fait, absolument tous les aspects de cette pandémie, je peux faire de ces mots. Donc n'hésitez pas, allez-y jeter un coup d'œil. Et en plus, si vous voulez le partager à vos contacts qui hésitent, etc., c'est quand même quelque chose de très percutant et très valable. Exactement. Et il donne son mail. Si vous connaissez un soignant, c'est ça. Si vous connaissez un soignant, un docteur, quelqu'un qui est dans le milieu médical, voilà, et qui serait intéressé pour signer cette tribune, il accepte encore les signatures, c'est ça? C'est important de dire d'ailleurs justement ça, qu'il y a eu 1200 professionnels ou universitaires qui ont signé cette tribune. Maintenant ce nombre il a dépassé 2000. Ça veut dire que de l'instant où ils sont au courant... Sans aucune couverture médiatique mainstream. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il me disait la dernière fois, il est blacklisté à 100%. C'est-à-dire il n'a même pas été fact-checké, ils n'ont même pas cherché à l'attaquer ni rien, c'est... ignorance, il l'ignore. Oui, c'est la nouvelle manière de faire. De l'instant où une information ne va pas forcément dans le sens de la doxa générale, c'est pas qu'elle est complètement ignorée. Elle va apparaître sporadiquement ici. Merci Jonathan. Personne ne mettra un accent dessus. C'est ça le truc. Et comme ça, en fait, les médias ils pourront dire à la fin, oui, mais nous avons partagé ces informations, mais ils n'ont jamais insisté dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher, fouiller dans des centaines et des centaines de dépêches en fait qui mettent, etc. Donc c'est là où c'est un peu criminel, ça s'appelle comment? Comment est-ce que ça s'appelle? Par négligence en fait. Mensonge par omission. Mensonge par omission. Mensonge par omission. D'une certaine manière, c'est ça. Bon, je te remercie Nico pour ton analyse, pour ton d'avoir pris la parole. Je vais essayer d'aller... Oui, bien sûr. C'est pas moi le phénomène de l'événement. C'est ça, tu n'as pas encore réalisé de film, toi. Voilà, moi j'ai pas réalisé des films. Si je t'ai rendu Merci beaucoup. Allez. Alors, oui, salut Anita. Salut, ça va les gens? Non, excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu plus en forme que la semaine dernière. C'est juste pour vous dire que là on reçoit, je sais pas si tu en as parlé. Justement, si tu peux le présenter, c'est nickel. Ouais. En fait, voilà, c'est le collectif tu vas bien Bella Ciao qui est pour la liberté d'expression, donc avec son fondateur qui est Magaët, le cinéaste, c'est un cinéaste corse qui a fait pas mal de films, de documentaires, etc. Bon, après tu pourras... On le voit derrière toi, ouais. Donc il m'a contacté à travers par rapport au collectif, à l'intercollectif UCEM qui regroupe tous nos groupes depuis plusieurs mois. Ouais. Voilà, donc là on fait un rassemblement, une synergie, on va dire, de belle volonté autour de la liberté d'expression. Donc là il est en train de mettre en place une espèce de mise en scène totalement improvisée. Donc moi je représenterai la liberté d'expression. Je ne sais pas ce que je vais faire encore parce que je ne vais rien dire, mais je vais m'exprimer. Ah d'accord, il va y avoir une performance scénique carrément. Ah ouais, ok. mais totalement impro, donc soyez indulgents. Ça va être expérimental ce qu'on va voir. Un témoin,
Donc oui, on a bien choisi. Il y aura D'accord. un président de séance. Ok. Moi, je suis la liberté d'expression bafouée. Et donc en fait, je sais pas si tu as fait un petit Devant, peu ouais, tour. parce que oui, pour ceux qui arrivent là, on est devant le tribunal, le palais de justice de Bastia. Voilà. Et donc ça va être quoi Bah là, en fait, le c'est- thème le de thème, cette c'est, scène en fait, bon, la liberté d'expression qui est totalement bafouée, mais il expliquera mieux Maga après. D'accord. Et surtout, le cheval de bataille, c'est justement par rapport aux enfants, la protection des enfants par rapport à ce qui se passe. Quoi. On s'est retrouvés comment dirais-je, en accord total. Il sort une trilogie sur Crowdfunder, comme DQ, etc. Crowdfunder. Crowdfunder, c'est ça, Crowdfunder? C'est Crowdbunker. Ah, Crowdbunker. Thunder, je crois que c'est pour. Pardon, autant ouais. pour moi. Et donc en fait, son film, il en parlera mieux. Il y a une trilogie. Là, ce soir, il y a une partie qui est présentée au cinéma. Nous, on n'ira pas parce qu'on est contre le pass sanitaire. Donc on téléchargera, on paiera sur Internet. Notre petite partie Ce sera qui va- disponible d'ailleurs. Enfin, Oui, il va en parler. D'accord, ok. Voilà, on va en parler, etc. Donc voilà, donc une petite action sympathique qui est assez visible parce que bon, on a quand même France 3 pour une fois. C'est ça, ils sont là, on les voit là-bas. Là, France 3, ouais. On a France 3 avec Ça faisait un moment qu'on n'avait plus les médias locaux, ça fait plaisir Donc effectivement. voilà, ça fait plaisir et puis on verra bien, hein, et puis on lâche rien et on essaie d'avoir la patate. Voilà. Allez. Merci Anita, Allez, merci beaucoup. à toi. Ciao. Par contre, alors donc là ils sont en train de se préparer, ils ont les textes, je sais pas quand ça va commencer. Ah ouais, t'as fait ta petite intervention. Ouais, ça y est, il a fait sa BA, c'est bon. Ça va la forme? Ça va et toi? Donc voilà, on va attendre, je pense, je sais pas quand ça va lancer. Salut. Ça va et toi? Alors là, je sais pas trop quoi. Comment ça va? Là, j'essaie de gagner du temps. Je sais pas quand ils vont lancer le. Tu sais, ils vont faire une performance théâtrale. Ah ouais? Ouais, une scène de. C'est bien ça. Ils ont les textes et tout. Ah ouais. On va voir ce que ça donne. Hein. J'essaie d'afficher les panneaux et je vois que beaucoup d'automobilistes sont d'accord avec nous, ils font le pouce en l'air avec la main. Ah, c'est bien. Énormément. Oui, ouais. Bah, c'est ce que j'ai vu, moi. Quelques klaxons et tout aussi. Hein. Ouais. Non, C'est ce que j'ai vu les dernières sorties. C'est plus positif que quand on était cet été à descendre sur le port où ils nous regardaient mal. Ils comprenaient pas du tout. Je sais pas si vous sentez. Bah, il y là, en je avait pense même que qui avaient des réflexions complètement stupides. Hein. c'est ça. Là, je sens plus Quand cette chantait- négativité, quoi. On disait Quand on liberté, parle de liberté, liberté, vous ça allez en les- Afghanistan, les conneries comme ça qui sortaient les gens. Hein. Bon. Mais- J'ai l'impression quand même qu'on avance Et puis bon, vu tout ce qui se fait aussi. sur le narratif, ouais. Voilà, vu tout ce qui se fait, et peut-être comment est-ce qu'on s'est peut-être à cogiter un peu quand même. Hein. Les gens, où on va là. Ouais. Maintenant, Ouais. comme là, et qui voulaient imposer pour aller travailler le pass maintenant, oh là là, qu'est-ce que c'est ça et tout, ils attaquent les gosses et Le tout. pass nazitaire qui montre son vrai visage. Attaquer les Regardez, gamins, attaquer les ils ont gamins. tous le masque. Probablement, c'est une dystopie totale. Moi, c'était dans les transports en commun. Je le mettais pas. J'étais à Bruxelles et ça choquait les gens. J'ai l'impression de vraiment faire quelque chose de très grave. Ça. Alors D'être que, le au final, pestiféré, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, t'as pas de masque, tu respires normalement, quoi. La normalité n'existe plus. On va avoir un procès, si vous voulez vous rapprocher. Ah, ça va commencer. La liberté d'expression. Ah, superbe, ça va Donc, commencer. Si vous voulez vous rapprocher, Ça marche. c'est vous Vécu. Ouais, c'est moi. On est partenaire avec Vécu. Ouais, c'est ce que Anita m'a dit, ouais. Si vous voulez vous rapprocher, Donc ça va commencer. Jacques, mets en place. Hop. 1, 2, ouais, ça marche. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Alors, je tenais à vous remercier au nom de l'Institut Bellachal d'être présent aussi nombreux à cette heure pour venir défendre la liberté d'expression et l'ensemble des combats de vos collectifs. Donc là, si vous voulez, nous avons mis en place un tribunal hors les murs
puisqu'apparemment la justice a quelques soucis ces derniers temps. Donc un tribunal hors les murs. Et nous avons donc notre président qui est en train de prendre des photos, le président du tribunal. Nous avons l'avocat de la défense. Nous avons notre procureur. Nous avons la liberté d'expression qui devrait être assise à la place du témoin, et le témoin, un des premiers témoins. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'il va y avoir une première mise en scène où vous entendrez parler de liberté d'expression qui va être mis en accusation, et derrière ça, il va y avoir un certain nombre de témoins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les témoins, je ne sais absolument pas ce qu'ils ont à dire. Voilà, donc notre premier témoin là et là, il y en aura d'autres, et on va leur donner la parole, c'est le principe de la liberté d'expression. Voilà, donc nos trois... Alors le président devrait être au milieu, je suis par acquis de conscience, qui n'est pas encore présidente, mets-toi de l'autre côté, qui n'est pas encore présidente. Voilà. Voilà, donc cher ami, si vous voulez donner le départ de ce procès, Monsieur le Président, dernière chose, n'oublie pas de donner le micro à ceux qui vont parler sur un milieu. Ouais, mais celui-ci, c'est celui pour les autres. Tu peux... Il faut enlever les cons, il y a une réverbération. Ouais, il y a une réverb, Ouais. Alors, on règle un petit problème technique sur la réverb. C'est mieux comme ça? Ouais, nickel. Ah, c'est du coup. Aujourd'hui, 23 décembre 2021, le tribunal se réunit pour instruire le procès de l'accusé ici présente. J'ai nommé la liberté d'expression, accusé d'irrespect, de désobéissance et de débordement ayant porté atteinte à l'ordre public et de complotisme. La parole est au procureur. Le ministère public accuse la liberté d'expression de scepticisme à l'égard des discours du gouvernement et de mise en doute de la compétence de ce dernier dans la gestion de la crise sanitaire. Nous accusons la liberté d'expression d'avoir incité des médecins et des chercheurs à émettre des doutes sur la pertinence de la vaccination généralisée en pleine période de pandémie et d'avoir alerté le public sur le danger du vaccin n'ayant qu'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché et étant encore en phase d'expérimentation. Nous accusons la liberté d'expression de complotisme pour ne pas avoir eu foi dans les bonnes intentions de notre gouvernement qui ne veut que notre bien et en l'industrie pharmaceutique qui ne privilégie jamais les intérêts sanitaires de la population. Nous accusons donc la liberté d'expression de n'avoir pas manifesté le plus profond respect dû à la parole présidentielle et d'avoir préféré accorder du crédit aux propos des médecins et chercheurs dépourvus de conflits d'intérêts plutôt qu'à ceux de notre ministre de la Santé. Nous accusons la liberté d'expression d'avoir incité des soignants à témoigner de l'inefficacité des mesures prises par le gouvernement et à témoigner des effets secondaires du vaccin, notamment des décès qui seraient entraînés. Nous accusons la liberté d'expression d'avoir par ailleurs incité des citoyens à descendre dans la rue pour exprimer leur refus du pass sanitaire et de leur refus de la vaccination, suscitant des manifestations et des accusations troublant l'ordre public. Pour finir, nous accusons la liberté d'expression de ne pas s'être soumise sans discussion aux consignes gouvernementales et d'avoir incité le peuple à douter, à réfléchir par lui-même, à s'informer, à se révolter au lieu de croire avec respect et déférence en la doctrine vaccinale qui est la vérité incontestable à laquelle nous devrions tous nous soumettre avec obéissance et sans discussion. Je remercie le procureur pour ce réquisitoire et la parole est maintenant donnée à la défense. Maître, je vous écoute.
Il me semble étrange, votre honneur, de voir ma cliente, la liberté d'expression, accusée de désobéissance et d'irrespect. Si liberté d'expression vous semble avoir été coupable de désordre et de débordement, c'est justement par obéissance et par respect. C'est effectivement pour obéir pour ces deux commanditaires et par respect pour eux qu'elle a agi depuis le début de cette affaire. J'ai nommé vérité et justice. C'est effectivement pour la vérité et la justice que la liberté d'expression s'est rendue coupable des faits qui lui reprochés. C'est au nom de la recherche de la vérité qu'elle a émis des doutes sur la véracité des discours de la propagande vaccinale. C'est au nom de la vérité que depuis toujours les chercheurs, les penseurs, des scientifiques se sont penchés sur la liberté d'expression pour douter, débattre et faire avancer la science. C'est donc la vérité qui a poussé la liberté d'expression à donner la parole à ces chercheurs et médecins dépourvus de conflits d'intérêts et n'accordant pas une foi aveugle au dogme vaccinal. C'est également au nom de la justice que la liberté d'expression s'est élevée contre le pass sanitaire, bientôt pass vaccinal, mesure discriminatoire qui prive de leurs droits les citoyens qui refusent l'injection d'un produit expérimental pour se protéger d'une maladie qui ne tue qu'un très faible pourcentage de malades infectés. C'est au nom de la justice que la liberté d'expression a pris la défense des soignants suspendus sans salaire après 7 durant toute leur carrière pour sauver des vies. C'est au nom de la justice que la liberté d'expression s'est élevée contre les contraintes imposées aux enfants, masqués, privés de sourires, privés de jeux et de loisirs s'ils ne sont pas vaccinés. C'est au nom de la justice, mais aussi de l'humanité, que la liberté d'expression a refusé de sacrifier les enfants sur l'autel d'une hypothétique immunité collective ou pour protéger leurs aînés. La liberté d'expression n'a donc pas commis les crimes que vous lui reprochez de sa propre initiative, mais n'a fait qu'obéir à ses maîtres, la vérité et la justice. Et elle n'a pas agi seule, elle a eu pour complice ses sœurs, la liberté de penser, la liberté de se déplacer, la liberté de prescrire, la liberté de disposer de son corps. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas le procès de ceux qui transforment la science en croyance, en dogme religieux, au service du Dieu Inchant, grand bénéficiaire de ce dogme vaccinal. Un système qui pratique la chasse à l'hérétique à travers des procès dignes de la sinistre Inquisition. Alors je vous demande solennellement, non seulement d'innocenter la liberté d'expression, mais de la remercier de nous permettre de réfléchir, de débattre dans le respect de chacun, de réveiller notre esprit critique et surtout de rester des hommes et des femmes libres et pris de justice. Pour appuyer mon plaidoyer, je voudrais appeler à la barre des témoins qui apporteront leur témoignage en faveur de la liberté d'expression injustement accusée. Je remercie l'avocat de la défense et j'appelle le premier témoin. Le témoin, donc c'est Alain. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le vrai tribunal, ça aurait été plus stylé. Mais il n'a pas tellement été d'accord. Ah ouais, il n'a pas voulu. Essaye de prendre un peu la porte. Non, comme ça on voit qu'on est devant. Ouais, mais souvent je reviens dessus, comme ça les gens voient qu'on est devant le palais de justice. Est-ce que quelqu'un veut parler au nom d'une association, d'un collectif? Qui veut prendre la parole? Alors, va avec ensuite, tu veux prendre la parole, c'est bon? On verra si jamais. Ouais, ben, allez, c'est reparti. Alain, sortez-moi une
chers membres du tribunal, chers procureurs. Voilà, nous voulons ici témoigner, accuser la liberté d'expression en fait d'avoir été extrêmement discriminatoire envers nos autorités. Nous avons par exemple ce merveilleux ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous a prévenus. Il nous a dit au mois de mars dernier, les personnes vaccinées sont celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale, en cas de réinfection post-vaccinale, en cas de virulence d'un variant. Il nous a aussi prévenu, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L'impact de la vaccination sur la propagation du virus n'est pas connu. Voilà. Eh bien, on a eu le courage de nous prévenir de la dangerosité des vaccins. Et on ne l'a pas écouté. Monsieur Delfraissy aussi, il a eu le courage de résister. Il l'a dit, il a écrit à Anthony Fauci. Il a déclaré, des gens veulent faire la promotion du plaquenil, de l'hydroxychloroquine. Mais lui, il a résisté. Il a résisté contre tous ces gens qui voulaient soigner les patients, les malades du Covid. Et plus récemment, il a aussi eu le courage, mais je vous dis, vraiment, il y a eu une malhonnêteté de la part de la liberté d'expression, on l'a à peine entendu. Il a eu le courage de déclarer, alors qu'on avait déjà... Je sais pas, allô, oui. Alors qu'on avait déjà vacciné illégalement des milliers d'enfants de moins de 12 ans, dont des centaines d'enfants de moins de 5 ans, sans aucune validation d'essais cliniques, d'études cliniques, sans aucune autorisation de mise sur le marché des vaccins. Il a eu le courage, au mois de juin et au mois de juillet, d'exprimer ce qui suit. À ce jour, pour le comité consultatif national d'éthique, dont je suis président, donc je parle là, c'est bien monsieur Jean-François Delfraissy, qui est aussi président du conseil scientifique du gouvernement Macron. Il a donc exprimé, en tant que président du comité consultatif national d'éthique, la vaccination des enfants de moins de 12 ans ne semble pas éthiquement et scientifiquement acceptable, en grande partie parce qu'il n'existe aucune étude évaluant la sécurité des vaccins contre la Covid-19 dans cette population. D'ailleurs, aucun pays n'a actuellement pris la décision de vacciner ces jeunes enfants. Tout ça, et on peut le vérifier, M. Delfraissy et son comité consultatif national d'éthique l'a déclaré dans un document qui est accessible sur Internet, et dont je dispose ici pour la Cour. Donc ça a été publié le 8 juin dernier, à une époque où la presse révélait déjà que des milliers d'enfants avaient été piqués avec ce vaccin dénoncé par Jean-François Delfraissy. Nous avons encore d'autres cas, si ça intéresse la Cour, que nous pouvons évoquer et qui démontrent qu'effectivement, on laisse parler des gens comme Christian Perron, qui, bien qu'ayant été un grand ponte de l'industrie, enfin pas de l'industrie, c'est un lapsus bien sûr, du gouvernement dans la thématique vaccinale, il a osé dire que ça n'était pas un vaccin. Il a osé dire que ce vaccin était dangereux. On laisse parler Christian Vélo, par exemple, un spécialiste en technologie moléculaire, en biologie moléculaire, pardon. Ce monsieur a osé dire qu'il ne fallait en aucun cas vacciner les enfants. Vous voyez qu'il y a vraiment une discrimination. Ces gens-là peuvent parler, on arrive même à les entendre sur des chaînes de télévision, alors que des personnes aussi courageuses que Gilbert Deray, par exemple, un urologue fameux, eh bien, de temps en temps, on le voit effectivement à la télévision défendre l'idée que... Tiens-le un peu plus loin, on arrive quand même à le laisser... on a permis à Gilbert Deray de s'exprimer, mais pas suffisamment. Il a dit à une époque, par exemple, mais bien sûr qu'il faut mettre des masques aux enfants, sinon il faut leur dire à ces enfants qu'ils vont tuer papy et mamie. Et là maintenant, il a de nouveau confirmé qu'il faut vacciner les enfants. Il faut les piquer avec ce produit expérimental qui a déjà tué en Europe à peu près
30 000 personnes selon Eudravigilance et 1300 personnes selon la NSM en France. Mais voilà, le coût-bénéfice, le bénéfice-risque, selon Gilbert de Rais, on ne l'a pas assez entendu, c'est que vraiment il y a un grand bénéfice à piquer les enfants selon Gilbert de Rais. Voilà, ce sont quelques témoignages que je voulais apporter à tous ceux qui accusent la liberté d'expression, mais j'ai focalisé sur son caractère discriminatoire envers des personnes aussi courageuses que Gilbert de Rais et aussi dangereuses comme Christian Perron, Christian Vélo et d'autres accusateurs du vaccin. Merci. Merci. Merci Alain. Avant les témoignages, je voudrais rajouter Stop, maître. Je vous rappelle que l'audience à l'ordre du jour est consacrée à la liberté d'expression. Cette audience se tient hors de l'enceinte dédiée à nos débats pour des raisons techniques liées au délabrement de nos locaux. Pour rester dans la tonalité générale du thème, notre parvis nous donne la liberté d'une installation improvisée. Mais nous sommes obligés d'y souscrire car le sujet est d'une actualité brûlante. Pourquoi débattre de ce qui est un droit fondamental? De notre point de vue, parce que, au nom de la liberté d'expression, des déviances constatées fragilisent et mettent à mal la liberté collective, en grande partie fondée, je le rappelle, sur une acceptation de l'engagement démocratique. Qu'ont à dire en réponse les défenseurs de cette liberté d'expression? Cautionnent-ils ces dérapages? Il est commode d'exposer la liberté d'expression qui se fonde avant tout sur une volonté individuelle à la liberté collective qui dépendrait avant tout des options voulues par le corps social, à une liberté intellectuelle fondée sur une conviction intime, une réponse politique fondée sur un global, fondée sur la préservation d'une organisation citoyenne. Voilà où l'on en est. Est-ce satisfaisant? Non. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais le principal ennemi de la liberté, c'est le désordre. Sachant que celui-ci, quand la société cherche à maîtriser, peut trouver sa réponse dans l'autoritarisme. En attendant, seules les dictatures parlent d'une seule voix. La liberté d'expression n'est pas simplement un principe d'action pour afficher que cette liberté est un droit. C'est surtout une façon d'exprimer un désaccord, voire un doute sur les décisions prises par ceux qui nous gouvernent. Dans une démocratie, la première des libertés a justement été de choisir par le vote ceux qui seront en responsabilité. Toute élection est un pacte de confiance. Il est paradoxal de mettre en doute, de manière mécanique et systématique, les choix de ceux à qui on a précisément confié la charge de faire ces choix. Ils ont été élus pour écouter, pas pour censurer. Ils ont aussi la tâche, selon l'expression consacrée, de gérer l'imprévisible. Avec la crise de la Covid, force est de constater qu'ils ne savent pas le faire. Comme démunis, ils avancent à vue, à court terme. Faute de maîtriser la situation, ils s'approprient la parole sur la situation. Toute voix dissonante dérange, est une menace. Malgré les formules généreuses, il existe une police de la parole publique. Sous-entendez-vous qu'il existe une censure?
C'est logique, et même une autocensure affichée qui dit bien dans quelles mains sont les grands médias, ceux d'État comme ceux des empires de la finance. Bien sûr, on nous rétorquera qu'en France, tout peut être dit, mais dans quelles conditions et avec quel écho pour ceux qui dérangent? Le contenu des messages est filtré, comme leurs conditions de diffusion. Lorsque cela n'est pas possible, car trop visible, se met en place le chaos de la surinformation qui déborde de partout dans le libéralisme médiatique et constitue le meilleur des brouillages. Cela est injustifiable. Mais cela peut être justifié. Le reproche que l'on peut faire parfois à cette idée, somme toute généreuse de liberté d'expression, c'est d'utiliser la technologie de masse pour diffuser les idées d'extrémisme et de haine auxquelles les esprits faibles peuvent être tentés d'adhérer et parfois d'agir en conséquence. Cet argument, nous l'avons déjà entendu de la part des hommes de pouvoir. Ils mettent en doute, à partir de quelques exemples isolés négatifs et déplorables, la confiance qu'on ne peut avoir dans le progrès de l'esprit humain, dans son bon sens vis-à-vis de ce qu'on lui présente comme appartenant à la science, si ce n'est à la connaissance. Pourtant, l'esprit complotiste existe et il fait des ravages. Il existerait sans doute moins si le pouvoir médiatico-politique ne le mettait pas en avant afin de dénigrer les critiques fondées, comme si l'ensemble appartenait au même registre. On jette le manteau obscur de l'imbécile et du naïf sur celui qui détient une vérité et par là on étouffe sa voix. Avec l'argument de la médiocrité et de l'utilité pour décrédibiliser la liberté d'expression. Nous le répétons, voilà, nous le répétons encore, oui. Nous le répétons, même mal employée, même sujette à caution, celle-ci doit être préservée comme un trésor qui appartient à tous. Ceux qui veulent sa mort légale veulent notre mort sociale. Il suffit. Vous croyez en démocratie? J'appelle à la barre le premier témoin. Moi, en tant que témoin, je peux témoigner de ça assez aisément. J'ai créé un média indépendant en 2013. Dans la liberté d'expression, je la connais très bien. Et la liberté d'expression, des fois, on a beau la défendre, il est très difficile de s'exprimer. Et moi, je le sais pour avoir été menacée de mort à 2 reprises en 2015 et en 2016, pour justement des articles et des protestations qu'on a fait au niveau de ce qui se passait chez nous. Donc, ce qui arrive aujourd'hui ne m'étonne pas beaucoup, mais la liberté, c'est comme la démocratie. Si on ne la défend pas, elle recule systématiquement. La seule façon de se défendre, c'est de créer un rapport de force. Et je suis désolée, c'est bien les manifs, c'est bien, on se rencontre, on discute, on reste essentiellement entre convaincus. Mais là, lors d'aujourd'hui, si on veut créer un rapport de force, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'autonomie alimentaire, je le répète systématiquement à chaque fois, l'autonomie énergétique, tout ce qui touche à l'économie sociale, solidaire, écologique, la démocratie directe, le RIC et le tirage au sort. L'éducation, c'est la priorité. Si on laisse les institutions gérer l'éducation, enfin c'est pas moi qui défends ça, hein, ça remonte déjà dans les années 70, vous pouvez lire Illich ou d'autres, on ne pourra pas inverser la vapeur si on ne se préoccupe pas et qu'on ne se responsabilise pas de tout ça. Donc il faut devenir des adultes responsables, des citoyens engagés dans la cité de tous les jours et au lieu de demander à papa l'État et à maman l'industrie de nous aider pour tout, il faut se solidariser et le maximum de rencontres qu'on peut essayer de créer pour générer de la production locale. En ce moment, on est en train de se réunir un peu de partout en Corse pour faire pousser du blé. Je vous invite, si vous êtes intéressés pour nous donner un coup de main,
vous pouvez, notre contact c'est bouge-ta-citoyenneté@protonmail.com. Vous nous contactez, on se met en lien, région par micro-région, on se rencontre, et surtout autour de chantiers participatifs pour l'autonomie alimentaire, pour émanciper aussi les gens d'EDF et des factures, parce qu'il y a moyen de produire du gaz, il y a moyen de gérer tout un tas de choses différemment, et surtout autour de projets d'école, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Si on ne se bouge pas et qu'on ne gère pas nous-mêmes l'école, ils vont nous les vacciner, nos enfants. Et pour être maman, je sais très bien à quel point, rapidement, si on est trop engagé et trop esselé, on se retrouve vraiment dans des situations qui sont catastrophiques. Donc moi, à l'heure actuelle, mes enfants, c'est très problématique pour pouvoir les voir. On m'a empêché depuis le début du Covid, et je ne veux pas faire du complotisme primaire, mais tout porte à croire que c'est mon engagement qui me vaut à l'heure actuelle d'être éloigné de mes enfants. Donc je me mobilise, non plus pour les miens, parce que pour l'instant je ne peux rien y faire, mais surtout pour les vôtres. Et sachez que si les miens sont en danger, les autres sont en danger aussi. Donc je vous invite vraiment à vous bouger, et n'hésitez pas à venir et à se rencontrer pour essayer d'inverser la vapeur. Il y a vraiment urgence. Voilà. Merci de m'avoir donné un peu de liberté d'expression. Alors, je suis contente qu'on me donne la parole, parce que je suis contente d'être en face et de la regarder dans les yeux, l'expression. Je la regarde dans les yeux et je me dis, quel danger, quel gros danger, cette liberté d'expression. Il ne manquerait plus maintenant qu'il y ait aussi une liberté de circulation, qu'il y ait en plus une liberté, un respect, qu'on nous demande en plus de nous sentir en sécurité, qu'on nous demande, pourquoi pas même, d'aimer, de nous aimer dans l'unité, sans nous diviser, qu'on soit dans la coopération, dans le partage, mais ce serait fou ça. Quelle peur ça nous foutrait. Donc je suis bien contente de pouvoir la regarder. Je me dis que c'est un danger. Vous avez bien compris que c'est une satire tout ça, et on s'en sortira pas. Ou plutôt, on ne s'en sortira que dans l'amour, que dans le partage, dans la coopération et dans l'action, dans la bienveillance, dans la sécurité en soi. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? On a fait le... On est bon? Si le président... Oui, bien sûr. Bon, cher témoin en place. Prochain témoin. Merci, procureur. Je voudrais ajouter quand même d'autres scandales qui proviennent justement, dont voilà, on peut imputer à la liberté d'expression. Par exemple, cette extraordinaire présidente de la Commission de l'Union européenne, elle a courageusement, avec les fonds des États, c'est-à-dire avec les fonds des contribuables, réservé 4,6 milliards de doses de ces produits expérimentaux. C'est fabuleux. Eh bien, on l'entend pas. Ce sont 10 doses par personne, les bébés inclus, et personne ne le sait pratiquement. Donc voilà, la liberté d'expression, je vous dis, elle est coupable de discrimination envers ces personnes qui méritent d'avoir le droit de parole. Pareil avec Kamran Abazi. Ce monsieur est rédacteur en chef du British Medical Journal. Eh bien, il a eu droit à la parole. On a permis que ce monsieur affirme que la science est réprimée pour des raisons politiques et financières, que le Covid-19 a déclenché la corruption de l'État à grande échelle et qu'elle est nuisible à la santé publique. Il a même rajouté « Les politiciens et l'industrie sont responsables de ce détournement opportuniste », que les scientifiques et les experts de la santé le sont également. Enfin, finalement, il a terminé son article scandaleux qui a mérité la publicité de son British Medical Journal, une revue, ma foi, reconnue, oui, au niveau mondial, mais voilà, pourquoi a-t-il eu droit, lui, à la parole? Il a terminé son article en disant « Lorsque la bonne science est réprimée par le complexe médico-politique, des gens meurent. » Finalement, je voudrais encore donner la parole ici à Alain Fischer, qui est quand même une personne fabuleuse, qui dirige dans notre pays la politique, la stratégie vaccinale.
notre monsieur vaccin tellement courageux. En 2020, avant de devenir monsieur vaccin de la France, il était président de la fondation Edmond de Rothschild, de la banque Edmond de Rothschild, qui est bien sûr actionnaire de Pfizer. Il est travaillé évidemment dans cette administration de la fondation Edmond de Rothschild avec Yves Lévy, de notre merveilleuse ex-ministre Agnès Buzyn, qui aide Bill Gates à nous protéger grâce à tous les vaccins qu'il répartit dans le monde entier. Donc Alain Fischer, eh bien, tout comme Jean-François Delfrécy, alors qu'il savait, lui aussi, mais il n'en parlait pas beaucoup, qu'on piquait des enfants de moins de 5 ans déjà avec les 2 premières doses au mois d'avril et au mois de mai dernier. Ce sont des enfants, ils sont 66 en France jusqu'au 18 novembre à avoir reçu merveilleusement ce vaccin extraordinaire. Ils en ont reçu déjà 3 doses. À une époque donc où en fait aucune dose adaptée aux enfants n'était encore arrivée. Donc la France avait cette immense chance de pouvoir piquer des bébés et des enfants de moins de 5 ans avec un vaccin expérimental jamais validé par personne dans le monde entier. Mais en France, on y avait droit. Et tout ça a été caché par la liberté d'expression discriminatoire que j'accuse ici. Donc M. Fischer avait dit, donc ça date du mois de juin dernier, je crois, je vais vérifier. Non, c'est le mois de mai, le 21 mai, le journal Le Monde, financé par Bill Gates, heureusement que Le Monde est aidé par notre ami Bill Gates, eh bien, il a déclaré: la vaccination des enfants de moins de 12 ans n'est pas à l'ordre du jour et ne devrait pas être envisageable avant le début de 2022. Voilà ce qu'a déclaré M. Fischer, parce qu'il a dit que les essais cliniques relatifs à cette population à peine avaient commencé aux États-Unis. Mais voilà, sa parole est bafouée, on ne l'entend pas, Alain Fischer, ou totalement insuffisamment, parce que la liberté d'expression, je vous le dis, est discriminatoire. Elle laisse parler des gens comme Alexandra Orion-Caude ou Martine Vonner. Voilà, encore un petit détail. Martine Vonner a osé vraiment perturber l'Assemblée nationale en demandant le 17 novembre 2020 à notre cher Premier ministre Jean Castex, qui se dévoue corps et âme pour notre pays, pour nos enfants, pour les piquer. Eh bien, elle a osé lui demander pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas au niveau du gouvernement des traitements précoces. Eh bien, courageusement, mais ça n'a pas été rapporté de nouveau par la liberté d'expression, Jean Castex, notre Premier ministre, sous serment, a déclaré qu'il ne connaissait aucun traitement précoce. Heureusement qu'il a caché aussi le fait que M. Estrosi, par exemple, le maire de Nice, avait été soigné avec ce soi-disant traitement précoce. On se demande vraiment sur quelle planète dans quelle planète on est. Voilà, donc j'accuse de nouveau cette discrimination intolérable de la liberté d'expression. Bravo. D'autres témoignages? Alors, un instant musique, c'est ça, c'est ce que tu voulais faire, allons-y. On est là, même si l'autre qu'on ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Contre le pass sanitaire, les mesures autoritaires et si Macron le... Nous on est là. Et oui, le pass sanitaire ne nous fera pas taire. On est là. Et si Macron le veut, on est là. On est là. On est là. Et si Macron le veut pas, nous on est là. Et oui, on est là, on lâche rien. Pass sanitaire, les mesures autoritaires. Et si Macron le veut pas, nous on est là. Un siga piano. Les amis, si vous voulez entendre cette chanson, je ne fais pas de la pub, hein, vous le savez qui je suis, ce que je fais. Tout à l'heure, vous descendez au studio, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, et vous allez l'entendre plusieurs fois, je crois, j'en suis presque sûr. Et de la même façon, ceux qui ne veulent pas, et je comprends pourquoi, pour quelles raisons ils ne veulent pas, à ce moment-là, vous avez quand même la possibilité d'aller sur le site des enfants de la liberté. Et, oui, pardon, qui parle? Oh, pardon, excusez-moi. Oui, un micro. Un seul? Oh, moi j'en veux plein, tiens, prends ça. Hop.
Voilà, donc pour ceux qui ne veulent absolument pas, pour les raisons qu'on ça filme, descendre au studio cinéma tout à l'heure, vous avez la possibilité d'aller sur le site des Enfants de la Liberté, vous cherchez dans... voilà. Et là, vous pouvez avoir le film en streaming. Voilà, en avant-première et en streaming des etc. Voilà, en tous les cas, est-ce qu'il y a d'autres interventions qui sont prévues ou est-ce que vous voulez... est-ce qu'on arrête là? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Toi, tu voulais dire quelque chose, on t'a pas encore entendu, Liberté d'expression. Oui, je prendrai la parole. Donc, moi, je représente l'intercollectif Corse, INSEM. Nous sommes sur le terrain. Bon, moi, pour ceux qui me connaissent, c'est depuis le 17 novembre 2018 que je suis sur le terrain, avec les Gilets jaunes. Pour ceux qui ont rejoint les rassemblements, manifestations, c'était donc le 13 juillet 2021. On a commencé, on en est à la 26e semaine. Tous les samedis, nous sommes devant la préfecture pour faire une espèce de comment dirais-je, de permanence. Parce que quoi qu'on en dise, il faut garder une visibilité. Ça ne nous empêche pas de faire des actions qui ne sont pas toujours publiques. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on garde une visibilité parce qu'on ne lâche personne. On est là et on est là et on ne lâchera rien, ça c'est certain. Donc tous les samedis, à part pendant les vacances, là, dimanche 26 et dimanche 2 janvier, on maintiendra une permanence pour ceux qui veulent nous rejoindre, ceux qui nous ont jamais lâchés, ceux qui sont toujours là, les liens qui se sont tissés pour leur dévouement. Merci à vous, merci à vous tous. En tout cas, voilà, l'intercollectif Corse, INSEM, et merci à vous d'être voilà pour cette belle action. Merci Maga de nous avoir invités au tuer. Voilà, donc force et honneur, et on lâche rien. On lâche rien. Alors les amis, juste une petite précision. Alors, tiens, donne-moi le micro. Maxime va me tirer les oreilles. Hop, c'était bien le... Alors, dis-moi. Il est bon? Ouais. Allez, super. Ça me rappelle, vous savez, les ânes qui mangeaient comme ça avec... Ouais, ça n'a rien à voir. Juste une... Ça ne marche pas. Le bouton peut-être, non? 1, 2. Ouais. Alors, juste une chose. Si vous avez l'impression que vous étiez là ce soir pour rien, j'espère que non. Si vous avez l'impression que c'est un rendez-vous de plus, j'espère que non. Parce que ce soir, entre ce qui a été fait hier à Ajaccio et ce qui est fait aujourd'hui, je pense qu'il y a de belles victoires. Alors, qu'est-ce que c'est la première belle victoire? C'est que, en fait, la manifestation à Ajaccio, pour des raisons que j'ignore, était, ça fait 2 mois qu'elle est interdite. Donc hier elle a eu lieu, elle était déclarée, elle s'est très très bien passée, il y avait beaucoup de monde alors que c'était un matin de semaine à 10h du matin, il y avait beaucoup de monde et c'était vraiment une belle réussite. Donc à partir du moment où une première fois ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal les fois suivantes. Donc ceux qui posaient un problème par rapport à ces manifestations, notamment sur le trouble à l'ordre public, à mon avis, à vous de défendre ça, parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième victoire, j'allais dire, c'est que, effectivement, il y a eu une rupture d'amour, on va dire, entre certains médias locaux et ce mouvement. Et il me semble que ce soir, ils étaient là présents. Et on verra ce que ça va donner, on verra les comptes rendus, s'ils sont positifs, mais même s'ils sont négatifs de toute façon, ils restent positifs puisqu'ils
il retrace votre combat, il relate votre combat, et je vous invite à ne pas lâcher ce qu'on appelle la presse mainstream. Bon, aussi nos amis de Vécu, je fais un petit bonjour, on est content du travail qu'ils font. Mais même les médias mainstream, il ne faut pas lâcher l'information, parce que vos combats, si on va pêcher dans le désert, ça n'a absolument aucun intérêt. Et la troisième chose, et ça c'est nous qui allons, avec ma fille ici, je lui fais un petit peu de com, qui co-réalise ce film, cette trilogie, la trilogie Liberté, eh bien, on va vous retrouver tous dans la trilogie Liberté qui va être montrée au niveau régional, national et international. Les 3 films vont tourner le plus longtemps possible et vont essayer de défendre les idées que sont les vôtres. Voilà. Et je vous remercie à tous et ne lâchez rien, c'est le principe. Merci. Donc Alita, là maintenant, il va y avoir un... Ouais. Je vais expliquer. Là, maintenant, il va y avoir une séance cinéma au studio, là, un petit cinéma qui est juste là. Ouais. Attends. Donc, plus loin que la Normandie. Il n'y a pas de copyright, c'est ça qui est bien sur cette chanson. Donc en fait, il va défoncer, il a parlé au studio, mais nous, bien entendu, les ouais. Pas du tout pour le pass sanitaire, donc bien entendu, on boycotte les salles de cinéma. Voilà. On ira sur Pro. Il va quand même y avoir du monde. Il n'a pas eu de réservation, c'est pas. Je ne sais pas, je ne peux pas parce que je pense qu'il y a j'espère pour les cours des gens, mais c'est vrai que c'est un peu le grand mystère. Je l'appellerai demain pour essayer de savoir combien il y a eu de personnes à la séance de cinéma. Ouais. Voilà. Je vais essayer d'aller lui parler. C'est vrai que je suis toujours un peu timide d'aller. Ouais, comme ça, avec le son. Merci. Comme ça, je vais pouvoir lui poser 2-3 questions sur son film. Ce sera plus pratique. Ok, je comprends bien. Très sympa la chanson. Il est occupé pour l'instant? Il arrive. Vous l'avez déjà fait. C'est bon. Demain, il va falloir voir directement ça avec ma tante. Je t'avais pas vu, tu vas bien? Ce matin. Ça va? Oui. Ah ouais, là, c'est dangereux. C'est dangereux, vous faites peur aux gens, là. Ah, ça, c'est une belle chanson. Hein. Vas-y, allez. À Padier, là, vas-y. Il m'a oublié. Ah non, il discute. Cette chanson est magnifique. Ouais, c'est vrai que je peux faire le tour comme ça. Alain, t'es filmé. Ça va ou quoi? Ah ouais. Là, on a fait ça y est, ils sont déguisés des Pères Noël.
infirmiers en Père Noël et ils tuent les gamins. J'ai vu en Allemagne, ils ont arrêté un Père Noël parce qu'il avait pas son masque. Tu avais vu l'image? Ils l'ont mis à genoux comme ça avec les mains derrière la tête. Tu vois un Père Noël, elle est pas mal celle-là. Il y a des beaux Père Noël qui tuent les enfants. Ah oui, ils utilisent tous les stratagèmes possibles et inimaginables. J'avais vu qu'ils utilisaient même des casques de réalité virtuelle. Tu l'avais vu celle-là? Tous les moyens sont bons pour horrible. On court vers les 4 mondes, ça va être dramatique. 2022 sera un enfer. Ah, on espère tous hein, depuis le début. Hein. Le truc c'est que tout à l'heure on en discutait. On voit que sur les enfants, ça freine des quatre fers. Enfin, les plus en avance, c'est vrai que tu m'avais dit c'était les États-Unis avec 7 millions. 7 millions. Mais c'est une population des États-Unis de 350 millions d'habitants, donc. Il y a 28 millions d'enfants de 28 millions d'habitants. Et 1 sur 4 à peine en un mois. Donc d'ici le mois de février et mars, ils seront finis. Ils ont ouvert la vaccination quand aux États-Unis? Début novembre, au 15 novembre, je crois. C'était pas avant, tu es sûr? Ouais. 7 millions. 7 millions. Ça, c'est pas encourageant. Comment t'expliquerais que, par exemple, les parents américains, sachant qu'il y a un taux de vaccination assez faible aux États-Unis, qui est de l'ordre de 55% maximum, comment t'expliquerais que les parents aillent massivement faire injecter leurs enfants, alors que dans des pays plus injectés, comme Israël par exemple, ils se retrouvent avec 10%, ils bloquent à 10%. Comment tu pourrais expliquer des disparités Je sais pas si on nous entend. Les moyens mis en œuvre pour convaincre les parents de faire piquer leurs enfants sont colossaux. Donc je on vais me paye mettre 100 face au son. par enfant et par personne piquée. Pour beaucoup de gens américains, pour vivre dans la misère, 100 $ pour faire piquer leur enfant. Ouais, ça j'ai entendu parler, ouais. Voilà. Et puis le reste, la propagande, l'UNICEF qui a fait passer des messages comme quoi le merveilleux vaccin allait sauver les gamins de l'enfer du Covid, alors que le Covid, on le sait très bien, est très peu violent pour les enfants. Il a tué en France, soi-disant, une enfant de 16 ans entre mars 2020 et le 15 juin 2021. Il y a une enfant de 16 ans dont le décès a été attribué au Covid, exclusivement au Covid. Tous les autres enfants, c'est un grand nombre, je crois que c'est une dizaine d'enfants. Aucune reconnaissance officielle. Ils veulent pas reconnaître officiellement. Ça a été reconnu par un des grands comptes de l'HAS. Une enfant de 16 ans. De toute façon, on le sait, c'est infime sur les et Maxime Beltrame, tout ça, tout. Parce qu'il y a le collectif Verity France qui regroupe pas mal de parents. Ils n'arrivent pas à faire entendre leur voix malgré les autopsies où on voit qu'en fait il n'est pas mort de cacahuètes en fait. Les moyens mis en œuvre contre les parents de Maxime Beltrame sont très choquants. Comme le papa Fred l'a dénoncé pas plus tard qu'hier, je crois. Il a par exemple révélé que l'autopsie a été annoncée par la presse alors qu'elle n'avait pas encore été réalisée. L'autopsie a révélé que son enfant avait été atteint de myocardite et que c'était la myocardite qui l'avait tué. Tout ça a été totalement caché par la presse. On a insisté sur le fait qu'il était sensible aux arachides et aux cacahuètes. Et donc voilà, il faut croire ce narratif qui affirme que cet enfant a attendu 22 ans pour manger des cacahuètes qui l'ont tué. Et ça n'est en tout cas pas le vaccin. Pour décéder des cacahuètes quelques heures après avoir été injecté, c'est quand même un hasard assez surprenant. En fait, il a couru au restaurant manger des cacahuètes ou embrasser quelqu'un qui aurait mangé des cacahuètes. Et en plus, il faut savoir qu'ils ont tenté un traitement contre son allergie à la cacahuète. Il l'avait touché plusieurs fois au cours de sa vie et qu'il n'a eu aucun effet sur sa pathologie mortelle. C'est absolument ubuesque, c'est atroce. Il n'y a pas de mots pour dénoncer. L'ancien député aussi, Gagnès, je crois qu'il s'appelait, qui a osé accuser les parents de Maxime Beltrame de complotistes avant même que leur enfant n'ait été enterré. Il n'y a plus de limite dans l'ignominie. Qu'est-ce qui te fait tenir, toi, personnellement? Comment tu tiens?
enfants, je ne veux pas voir leur souffrance, mais je t'avoue qu'à l'instant T, quand je sais les centaines d'enfants qui ont déjà été piqués, de 5-6 ans, je n'y crois plus trop. Il nous vient la loi martiale, il nous vient l'obligation vaccinale, et ils en ont bien plus d'un tour dans leur sac, et malheureusement, il faut donner raison à Olivier Véran. Il avait parfaitement raison au mois de mars quand il a annoncé au Conseil d'État que les gens qui étaient le plus susceptibles à mourir du Covid étaient les gens vaccinés. Il a raison. Ces gens qui ont un cheval de Troie dans leur corps et qui produisent des corps qui produisent des milliards de protéines spike, ces gens-là risquent de mourir à cause même de variants aussi inoffensifs que l'Omicron. Malheureusement, la probabilité que Olivier Véran ait eu raison d'annoncer ce risque de mortalité des gens vaccinés risque de s'avérer véridique. Je te remercie Alain pour ta prise de parole. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Ettori est dispo? Monsieur Ettori, on peut discuter 2 minutes? Oui, bien volontiers. Est-ce qu'on peut s'éloigner un peu de la musique parce que je suis pas certain qu'on entende en fait. C'est vrai que c'est un peu fort le son. Je vais demander de le baisser juste un peu. Ouais. Je vais baisser juste le son parce que sinon je vais avoir du mal à l'interviewer. Anita, je baisse juste un peu le son. Voilà. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Alors, bonsoir Monsieur Ettori. Vous êtes le fondateur de l'association Bella Ciao, c'est ça? Voilà, je suis le responsable de l'Institut Bella Ciao qui a été fondé, l'Institut, qui a été fondé en Corse en 1995, qui avait un autre nom, mais qui a évolué au fur et à mesure, et qui est surtout spécialisé dans tout ce qui est liberté d'expression, mais qui ensuite regroupe en son sein divers collectifs qui ont chacun un axe différent. Par exemple, je profite de votre présence aujourd'hui pour saluer nos amis des Bulles Blanches qui font un travail formidable. Des Bulles Blanches? Le collectif Bulles Blanches, qui fait un travail absolument fabuleux sur toute la France. D'accord. Et qui aujourd'hui encore avait une action et hier également dans le cadre de la 10e journée mondiale de la résistance. Ok. Et vous venez aussi, c'est ce que me disait tout à l'heure Anita, vous venez présenter des films ce soir, une trilogie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, ce soir nous allons projeter le premier film d'une trilogie. Donc les films vont se suivre les uns après les autres. Donc la trilogie s'appelle Liberté. Liberté, ok. Voilà, donc le premier film en fait, avant la trilogie a été Liberté Blouse Blanche, qu'on retrouve toujours sur internet. Ok. Justement comme Crowdbunker, c'est ça? Sur la plateforme Crowdbunker ou c'est sur YouTube? Elle est sur YouTube, elle est restée. Ok. Voilà, elle est restée sur YouTube. Donc, en fait, l'idée au départ, on avait été sollicité par le collectif Blouse Blanche qui se plaignait justement d'un manque de liberté d'expression, qui souhaitait, avant le 15 septembre, c'est-à-dire avant la mise à pied, qui souhaitait pouvoir communiquer amplement. Okay. Donc l'idée a été la suivante, ça a été de faire un film qui a été réalisé en 3 semaines et qui a été remis à ce collectif, qui a ensuite utiliser cela pour faire des soirées, pour projeter sur des places publiques pendant les manifestations, dans des cinémas, etc., etc. Mais après, il y a eu quelque chose d'intéressant, enfin un autre niveau en tous les cas, c'est que ce film, on a essayé de passer d'une manière beaucoup plus traditionnelle
traditionnelle dans les cinémas. Et là, on s'est aperçu que c'était très très difficile. On nous a dit au départ, no way, là, ce sujet-là n'intéresse personne. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était la question que je voulais poser. C'est quoi on va dire l'axe central du film? L'axe central, ça reste les libertés fondamentales. D'accord. Mais elle se situe quand même dans cette période-là, qui est une période liée à la crise sanitaire. Ouais. Donc effectivement, pour nous, c'est intéressant en tant que cinéaste de questionner ces libertés. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Quelles sont les limites? Puisque là, en fait, si on réfléchit un petit peu, toute cette histoire, c'est quoi? D'un côté, on veut de la sécurité, et de l'autre, on veut de la liberté. Et les deux s'opposent. Donc, quelle est la balance entre sécurité et liberté? Voilà, l'idée du film, l'idée du projet, quand on a présenté le premier, on nous a dit ça ne nous intéresse pas trop. Ouais. Et à partir de là, bien entendu, on a présenté à des personnes que ça intéressait. Aujourd'hui, il y a des cinémas qui sont partants pour nous suivre. Par exemple, on a présenté à Corpierre le film au cinéma de Corpierre, le Rex. Et en fait, le Rex fait partie d'un réseau de 300 salles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on arrive, par exemple dans cette région, on va être largement diffusé. Mais pas seulement, dans toutes les régions on est implanté. Nous on a une cinquantaine de films derrière nous, donc on connaît la mécanique. L'idée c'est vraiment de questionner cette liberté d'expression, mais dans un cadre très très difficile. Et pourquoi ça a été refusé par certains cinémas? Parce qu'il y a des paroles trop engagées. Justement, on parlait de liberté d'expression juste avant. Il y a trop de liberté d'expression. C'est ça qui a gêné... C'est ça qui a gêné les... Non, le souci, c'est pas la liberté d'expression aujourd'hui. Le souci, c'est de traiter de certains thèmes. Pourquoi est-ce que les médias traditionnels sont gênés pour aborder ce thème? Je n'en sais rien. Ça, si je commence à avoir des réponses, maintenant, après ce film. Mais au départ, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi certains thèmes sont refusés. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont refusées. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on entend très souvent le même son de cloche. Donc ça, en tant que journaliste, c'est la question que je me pose. Parce que moi, si je devais intervenir dans certains médias, je serais beaucoup plus curieux. Alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui font leur travail, mais globalement, c'est vrai qu'on entend beaucoup le même son de cloche. Voilà. On a vu ce qui s'est passé avec Pierre Barnérias. Alors je ne sais pas si c'est... Vos films, c'est un documentaire fiction ou c'est vraiment une fiction? C'est un documentaire. C'est un documentaire. D'accord. Après, la seule chose, c'est que nous, il nous arrive de provoquer des événements, puisqu'on a d'un côté un engagement militant et de l'autre côté un engagement, on va dire, en tant que cinéaste ou journaliste. D'accord. Mais les trois ne se mélangent pas en fait. C'est-à-dire quand on est dans la fiction, on est dans la fiction, quand on est dans le documentaire et vraiment dans le sérieux, on est dans le documentaire et vraiment le sérieux. Ouais. Là par exemple ce soir, même si au départ il y a une mise en scène qui est liée à ce type d'organisation, après à un moment donné la mise en scène s'arrête et c'est là que les caméras se mettent en route pour filmer ce qui va se passer autour. C'est-à-dire que les gens derrière, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils disent, ça c'est intéressant. Voilà. Et on intervient, nous... Une sorte de micro-trottoir, de prise de température de ce qui s'est passé, c'est ça? Exactement. Okay. C'est-à-dire que effectivement, il y a des situations où les gens n'osent pas, où c'est figé. Donc c'est à ce moment-là où on se permet quelquefois de faire un petit peu d'activisme. Mais globalement, nous, on est plutôt dans une position de spectateur. Et on se questionne comme la plupart des gens et on pose des questions, mais on pose des questions de manière juste. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on est dans une période qui est très clivante, dans une période qui est très difficile où les gens ont beaucoup peur. Et nous, on est vraiment dans un esprit de bienveillance. Et cette bienveillance, elle va dans toutes les directions. Par exemple, aujourd'hui, on est allé interviewer des parlementaires, des gens qui ont fait les lois, on leur a demandé de se justifier. Pas se justifier de manière inquisitrice, de vraiment nous expliquer... Les parlementaires, pour préciser, c'est les parlementaires du Parlement de Corse ou des députés? Non, des parlementaires, des députés, des gens notamment de La République En Marche, qui ont fait les lois, qui se sont justifiés
justifié, qui ont expliqué pourquoi ils ont pris certaines décisions dans ce contexte. Et vous y êtes allé avec la caméra ou juste... D'accord. Nous, une fois de plus, on fait un travail journalistique. On est des journalistes. Donc on se présente, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de malin, il n'y a rien de vicieux. On est vraiment... Moi, les gens me connaissent, ils savent qui je suis, mon nom est affiché partout et je m'avance pas masqué. J'explique pourquoi je fais cette démarche. Et en plus, je la fais avec éthique. C'est-à-dire que même si mon protagoniste, là en l'occurrence, dans moins 2 des films, dans les 2 premiers, mon protagoniste est quelqu'un qui défend, qui est contre la vaccination et le pass sanitaire, les gens qui apportent des contrepoints sont respectés pour leurs propos. Moi, les parlementaires de la République En Marche, par exemple, ils ont un espace qui est énorme dans le film. Et on respecte ça. Donc la bienveillance, c'est pas, et la liberté d'expression, ça va pas dans un sens seulement. Sinon, on est juste un militant, en fait, c'est ça. On est juste un activiste, en fait. Des gens qui ont des avis contraires, quels qu'ils soient, que ce soit des scientifiques, que ce soit des médecins, que ce soit... je veux dire, la liberté, elle appartient pas à un seul camp. Et le débat aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous pose question. C'est l'absence de débat, c'est l'absence d'engagement. Aujourd'hui, par exemple, personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis dans divers médias, comment dire, dans divers collectifs. Je préside notamment un collectif sur l'environnement. Un autre, alors, ceux qui ne savent pas, je suis vegan et je m'occupe de l'Institut du sport et de l'alimentation végétale. Je m'occupe également d'une équipe sportive qui s'appelle Vegan Warrior et on organise la course de Vegan Marathon. Donc ça, c'est des choses que je revendique, mais c'est des combats qui sont complètement différents. Mais par contre, ce que je constate aujourd'hui, de 18 mois de crise sanitaire, tout s'est éteint en fait. Les gens ne se rencontrent plus, les gens ne se parlent plus, il y a une grande défiance et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Quelles que soient les causes, on s'aperçoit qu'il y a une grande apathie actuellement. Donc, il y a pas mal de ponts qui ont été rompus, même au sein des familles, quoi. C'est ça qui est assez flippant. Exactement. Donc moi, par exemple, sur la Corse, j'ai été touché par le combat notamment d'INSEP, de Préon du Lien de ZA, où justement ces gens-là essayent de créer de l'activité, de se réunir, de se rassembler, même en dehors de tout combat politique. Et c'est ça la solution en fait. La solution, c'est vraiment de sortir de cette division. Il va nous coûter, ça va nous coûter cher, à tous les niveaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté, parce que moi, quand je vois ce qui est fait politiquement actuellement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté de mettre le feu aux poudres. C'est qu'à un moment, on est obligé de sortir en fait. C'est ça le truc. Là actuellement, avec les gilets jaunes, ça sortait en masse, ils ont réussi à traumatiser les gens. Donc du coup, ils sont un peu refroidis quoi, globalement. Je sais plus où ça m'a amené, je me suis perdu. Le questionnement, c'est est-ce qu'il y a une politique d'opportunisme avec ce qui est en train de se passer? C'est des technocrates, donc forcément, on sait qu'il n'y a rien d'innocent. Il n'y a pas de... Pendant un moment, les gens disaient oui, mais ils font des erreurs, ils sont incompétents, il faut les excuser, c'est jamais arrivé. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment des erreurs qui ont été commises? Et en ayant parlé avec ces députés de la République En Marche, est-ce que vous avez l'impression d'avoir affaire à des incompétents en fait, en leur parlant? Ça, vous allez avoir la réponse et vous allez vous faire votre opinion dans le film. D'accord. Vraiment. C'est pas un argument vendeur. Je ne peux pas répondre à cette question parce que sinon, je pense à votre place et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, j'apporte des témoignages, notamment ce questionnement-là que vous avez. Pour moi, c'est un des plus simples. Est-ce que ce sont des gens qui... il y a des choix qui sont faits sciemment? Est-ce qu'il y a un manque de savoir-faire? Est-ce qu'il y a une situation de crise qui est telle qu'on ne sait pas répondre à ça? Ou au contraire, est-ce qu'on l'utilise? Nous, c'est vraiment les questions, et puis on les a posées de manière très frontale. Très frontale.
C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, nous on a passé beaucoup de temps avec la famille, on était très touchés, notamment par des enfants qui ont été victimes, certains sont décédés, d'autres ont perdu la vue, donc et très franchement, là c'est moi, c'est l'humain, j'enlève toutes les casquettes et je vous dis très franchement ce que je pense, c'est que on ne peut pas considérer qu'un enfant, un seul enfant, ce soit une statistique. Voilà, ça c'est impossible. Ça je peux pas le faire. Humainement, je peux pas le comprendre, je peux pas l'entendre. Qu'on me dise, il y a une erreur, il y a une tragédie, il y a une maladie, on n'a pas pu faire, on s'est battu, ok d'accord, mais c'est pas une statistique. Ça c'est interdit. Ça c'est ce cynisme-là, personnellement, je ne l'entends pas, je ne le comprends pas. Voilà. Parce que là, juste avant, en fait, on parlait du collectif Verity France, je ne sais pas si vous connaissez, bien, avec les parents qui ont été directement... c'est ça. Et en fait, les décès de leurs enfants ne sont pas forcément reconnus comme étant des décès liés au vaccin. Donc c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a une... J'ai le terme mauvaise foi qui me vient à la tête. C'est pas ça qui me pose un problème. Ouais. C'est pas ça. Je suis pas médecin et je vous donnerai pas la réponse est-ce que oui ou non. Par contre, quand certains médias systématiquement viennent un petit peu faire les sauveurs d'une certaine parole et empêcher ensuite que les parents, par exemple, puissent s'exprimer systématiquement, ça c'est un problème. Alors si ça se passe une fois, on dit ok, c'est un journal d'opinion, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils ont exprimé ça. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là ça devient problématique. Je vais vous donner un cas précis pour savoir de quoi on parle. Je suis contacté par un journal, regardez sur internet, vous allez très vite comprendre de quel journal je parle. Je suis interviewé par un journal, je lui explique que nous avons filmé un jeune qui est devenu aveugle suite à la vaccination, 10 jours plus tard. On a les documents, je lui explique qu'on a les documents. Donc c'est pas peut-être c'est le vaccin, c'est le vaccin. Là il n'y a pas de doute. Les médecins l'ont reconnu comme tel. D'accord. Donc à partir du moment où je vous dis que c'est le vaccin, pas parce que je suis médecin, mais parce que j'ai les documents sous les yeux, vous ne pouvez pas, ou en tous les cas si vous le faites c'est la mauvaise foi, là on est dans autre chose, vous ne pouvez pas publier un article en disant ces gens-là se trompent, ces gens-là sont des menteurs, parce que ce gamin, en fait, ça n'a aucun rapport avec le vaccin. Et d'ailleurs, nous sommes allés interviewer le professeur Perlimpinpin, dont personne n'a jamais entendu parler, et Perlimpinpin a dit que c'est pas le vaccin. Une fois qu'on a oublié Perlimpinpin, on a tout oublié. Effectivement, il reste une espèce de flou, de trouble, et on dit mais est-ce que ces gamins ont été victimes ou non? Et là, c'est intolérable. C'est intolérable, parce que à défaut, peut-être c'est des accidents, peut-être il y a une politique, j'en sais rien. Mais le respect, à un moment donné, c'est pas possible de parler de ces enfants en ces termes. Ça, c'est interdit. Alors, on revient à ce que je disais dans la statistique. À mon avis, ces enfants, s'ils ont été sacrifiés de manière volontaire ou involontaire sur l'autel, volontaire, je ne me permettrai pas, mais si ce sont des accidents, s'ils ont été sacrifiés sur l'autel de la pandémie, il faut leur faire une statue. Il ne faut pas empêcher les familles de faire leur deuil. Il ne faut pas empêcher les familles de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'est intolérable. Les gens doivent faire leur deuil. Et nous, je peux vous dire, avec ma fille, on revendique cette empathie, on revendique cette bienveillance avec tout le monde. Et quand on a écouté les parents, quand on a écouté la famille, la cousine de la petite Sophia, on a essayé, à travers le film qui passe ce soir, à chaque instant, à chaque seconde, de lui rendre hommage, de la montrer telle que sa famille la voyait, de la faire vivre. Ça, c'est notre objectif. Sophia n'est pas morte. Si, ok, elle est plus là. Mais nous, on essaye on essaye de rendre hommage à sa mémoire et de permettre à leur famille de faire leur deuil. Voilà, on est là pour ça. Et ça, c'est dommage, quelque part, que les politiques, tels que moi je l'ai ressenti à travers ce film, n'assument pas ça. Je veux dire, peu importe si c'est leur faute ou pas, ils s'en fichent. On l'a dit tout à l'heure dans l'événement, on a un pacte avec eux, on les a élus.
On veut avoir confiance en ces gens-là. On attend la confiance. On veut de la compétence. On veut du savoir-faire. On veut du respect. Voilà, ces gens-là, à un moment donné, je pense aux parents, aux familles, non seulement ils ont perdu ce qui était le plus cher à leurs yeux, mais en plus on les traite de menteurs, c'est pas possible. Laissons-leur faire leur deuil. Laissons-leur faire leur deuil, à minima. Voilà. Et donc, une partie de ce que vous avez voulu retranscrire avec votre fille dans le film, c'est justement d'apporter d'apporter le micro à tout le monde, quoi, en fait. De donner la parole aussi bien à ceux qui ont organisé ça, enfin ceux qui ont organisé ça, les marionnettes qui ont organisé ça, que ceux qui l'ont subi. Et c'est ça, c'est exactement ça, on est en train d'en parler. On en parle tous les deux, on en parle à travers Vécu, on en parle dans la presse écrite, on en parle à France 3, on en parle partout. Les gens on en parlait ce soir. Ensuite, surtout dans un contexte comme la Corse, même le fait à un moment donné d'être sur un rond-point, on en parle. Et faire circuler la parole, effectivement, aujourd'hui est essentiel. Se réunir, se retrouver, faire circuler la parole, je pense que c'est un acte de survie collective. Bah, merci beaucoup. Comment on peut vous retrouver sur Internet? Vous m'avez dit une chaîne YouTube, c'est ça? Il y a une chaîne YouTube où vous nous retrouvez notamment avec le film, si vous ne l'avez pas encore vu, Liberté Blouse Blanche. Et ensuite, j'ai vu des extraits, mais il faut que je le voie. Voilà, Liberté Blouse Blanche. Ensuite, dans les commentaires, vous avez des liens un petit peu vers tout et vous pouvez nous retrouver. Alors, je profite de votre bienveillance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se bat, puisque on vous l'a dit, la trilogie, à un moment donné, il y a quand même des difficultés pour passer avec des médias classiques. Donc, on a mis en place, parce que les médias, en fait, il faut savoir que le monde du cinéma est quand même lié au monde médiatique. Ouais. On retrouve toujours les mêmes. Donc au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir passer à l'étape suivante, on a financé déjà toute la production, les films sont déjà en place, maintenant il faut financer la diffusion. Donc on a mis en place un crowdfunding, vous le retrouvez dans Liberté Blouse Blanche, en dessous il y a un lien vers les enfants de la liberté, et là 1 €, 5 €, 10 €, vraiment tous les gestes sont les bienvenus. On n'est pas là, nous on n'est pas là pour quémander quoi que ce soit, mais on est là pour porter un combat. Et vous recherchez les enfants de la liberté, voilà. Et il y a le lien qui est en évidence. Alors, ce qui est important aussi, on l'a dit ce soir, ces films ne vont pas être diffusés dans tous les cinémas, pour les raisons on a compris lesquelles. Ouais. Donc sur le crowdfunding, vous avez une contrepartie où là, il va y avoir une possibilité d'avoir un film. D'accord. Ceux qui ne veulent pas aller dans le cinéma, soit à cause du pass, soit parce que ça ne passe pas dans leur région, ben, à ce moment-là, nous, on va le porter, on va essayer d'aller dans toutes les régions, parce que pour nous, c'est important de rencontrer et d'organiser ce genre de réunion. Mais là où on ne pourra pas aller, ben, il y aura toujours la possibilité de voir le film. Et là, je vous invite à faire comme on fait les blouses blanches. Vous prenez un maximum de personnes dans une soirée, vous projetez le film, vous en discutez entre vous, dans une salle des fêtes, à la maison. Ça peut facilement devenir viral, ouais. Après, voilà, donc voilà. Il sera disponible en streaming à partir de quand? Je suppose qu'après la tournée des cinémas, c'est ça? Le premier sera en streaming à partir de février. D'accord, à partir de février, ok. Voilà. Quand on arrive au bout du crowdfunding, si l'opération, là, il nous reste un peu plus d'une trentaine de jours, si l'opération est réussie, tout est lancé maintenant. On a déjà atteint 52% de la somme. Moi, c'est le premier crowdfunding que je fais de ma vie. Heureusement que ma fille est derrière pour lancer un petit peu la machine sur les nouvelles technologies. En combien de temps? Les 52%, vous les avez atteints en combien de temps? Ça fait combien de temps que vous avez ouvert le... Je crois que ça fait 1 mois et demi. Un mois et demi. Ah, c'est plutôt encourageant, quoi. C'est plutôt rapide. Non, mais de toute façon, déjà le film par lui-même, Liberté Blouse Blanche, en un mois, on a fait 160 000 spectateurs. Avec un taux, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il y a le temps où les gens regardent le film, ouais. Et on est à 97%. Ah d'accord, ça va pas lâcher quoi.
Ils ont été En accrochés. gros, ils voient le film de bout en bout. Alors moi je découvre, je vous le dis, moi je suis plutôt un dinosaure avec le cinéma traditionnel. Voilà, je découvre un peu ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui peut expliquer une rétention d'audience à ce niveau à 90%? C'est les gens que vous avez rencontrés, c'est le secret du montage, c'est Non, je pense que l'authenticité de ce que vous avez fait. Malheureusement, il y a en fait, ce film a quelque chose de plus. C'est notre âme. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à faire du sensationnel. Je ne cherche pas à faire du buzz. Je ne suis pas là pour ça, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse dans chacun de mes films, c'est la sincérité. Et là, dans les gens qui interviennent dans le film, il y a quelques personnalités qui sont très touchantes, très attachantes. Mais je me souviens d'extraits, il y a une mère qui parle, je crois qu'il parle de son fils qui est atteint de cécité, c'est ça? C'est dans votre film ça, non? Une femme voilée, c'est ça? Alors, ça c'est le jeune garçon Yacine dont je parlais tout à l'heure. Donc la maman de Yacine interviendra sur le prochain film qui est les enfants de la liberté. D'accord, ok. Parce qu'il me semblait l'avoir vue en photo, c'est pour ça que je croyais qu'elle allait être présente aujourd'hui. Elle vient pas avec vous présenter le film Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, vous me demandiez quelle importance on peut avoir. Je vais vous donner un exemple concret. La famille de Yacine, par exemple, ils avaient foi en la vaccination. Et ils pensaient qu'il n'y avait pas de souci. Parce que c'est vraiment des gens qui sont très très attachés à la famille, aux valeurs de la famille. Et donc, quand ils sont vaccinés en groupe. Le père, la mère et un des enfants. Et ils sont vaccinés pourquoi? Parce qu'ils avaient une énorme pression sociale au niveau de leurs employeurs. Et du coup, ils se sont dit, bon, d'un côté il y a la pression, de l'autre il n'y a pas de risque, donc ils y sont allés. Et en fait, 10 jours plus tard, le petit Yacine ne voyait plus rien. Et là, ils étaient seuls au monde, mais vraiment seuls au monde, ils ne savaient pas vers qui se tourner. Et c'est là que le collectif Blouse Blanche donc, a organisé une projection du film. Ils ont vu ça, ils ont organisé une projection du premier film. Et cette famille a vu ça, ils se sont rapprochés des Blouses Blanches, qui depuis a fait un travail énorme, colossal. Ils leur ont permis de trouver un avocat, ils leur ont permis aux gamins de suivre des cours puisqu'il était déscolarisé, d'avoir une accompagnante. C'est ça l'intérêt, c'est ça les laisse pas seuls au moins, c'est ça le truc. Non mais il n'est plus seul, même moi vous le verrez dans le prochain film, mes petites interventions c'est ça. Par exemple, le gamin était complètement désemparé. Donc moi comme je suis dans le domaine du sport, j'ai fait intervenir Trésor Makunda qui est un des grands sportifs dans le monde, un des plus grands sportifs français en handisport, c'est un coureur qui est aveugle. Je lui ai permis de rencontrer donc Yacine et Trésor a porté une parole en disant tu sais tu es aveugle, c'est pas grave, c'est une épreuve de plus. Mais tu sais moi je suis aveugle, j'ai une femme, une famille, des enfants. La vie s'arrête pas. J'ai gagné, je voulais être sportif, j'ai gagné tous les prix possibles imaginables, il revenait de Tokyo. Il a dit donc tu vois, c'est une épreuve, c'est une difficulté de plus que les autres, mais on y arrive. Et en fait le gamin il est ressorti, c'était Superman. Et ça on a essayé justement, chaque fois qu'on peut le faire, on le fait. Mais c'est de l'humanisme, c'est ce qu'on est. C'est ce qui manque dans cette période en fait. Non mais il y a une erreur en fait, il y a une erreur. Depuis Darwin, on nous fait croire que l'humain n'est que dans la compétition. Mais c'est faux. Dans la nature, il n'y a pas que des animaux qui se dévorent les uns des autres. Il y a une symbiose, il y a de l'entraide, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux et que ce soit les humains. Donc aujourd'hui, on est dans un système hyper compétitif. Regardez, si vous croyez au vaccin, d'accord, imaginons que vous croyez au vaccin et que le vaccin
aujourd'hui il faille le faire à toute la population. Les pays sont en guerre les uns contre les autres. Ils sont en concurrence. Alors, vous faites quoi? Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Vous y croyez juste pour les gens de chez vous? Et c'est ça qui pose un problème à un moment donné. C'est ça qui crée des doutes. Quand vous avez, une fois de plus, là je ne parle pas par rapport au film, mais c'est ma conviction personnelle, quand vous avez des fortunes qui se fabriquent en période de pandémie, que Forbes dénote qu'il y a 50 nouveaux milliardaires dans le domaine de la santé, quand vous avez 1% de la population qui possède 80% des richesses, vous voulez quoi? Vous avez 50 yachts, il vous faut un 51e. Vous voulez un yacht par jour pour sortir, alors que il y a une misère latente. Je veux dire, quand j'ai tenu des propos comme ça, on m'a dit, le gars il tient des propos de gauche. Je ne tiens pas des propos de gauche, ni de droite, ni de centre. Je tiens des propos de bienveillance, d'intelligence, d'humain. Et c'est ça le problème, c'est que dès qu'on va se mettre à critiquer le système compétitif ultra-capitaliste, de suite on va être homologué, allez ça y est, celui-là il est de gauche, ou alors on va poser des questions sur la préservation de la culture, allez celui-là il est de droite, c'est sûr. Et c'est ça qui empêche vraiment qu'on ait un débat posé, quoi. Parce que ça nous donne peur en fait. L'idée à un moment donné, quand vous n'avez plus d'arguments, c'est de disqualifier l'autre. Donc à un moment donné, effectivement, il faut être droit dans ses bottes et faire de la résistance. Et là, vous touchez à ce dont on parle nous quand on parle de résistance. C'est-à-dire qu'on n'a pas un discours d'ancien combattant. À un moment donné, on a un discours de résistant actuel. Et pour nous, la résistance, par exemple, vous voulez un acte de résistance, on est en période de Noël, c'est pour ça qu'on a organisé cette manifestation dans la semaine de Noël, de fin d'année. On a pris une fête familiale pour en faire le culte du consumérisme. Donc à un moment donné, faire des cadeaux, faire des choses comme ça. Avec un mensonge. On s'est réunis autour d'un mensonge en plus. Voilà. Autour de Santa Claus, voilà, cette histoire, elle est... Voilà. Donc, mais peu importe en fait. À un moment donné, perdre l'ensemble de certaines valeurs pour se vouer uniquement au culte du consumérisme, ça peut être un choix, mais c'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Et aujourd'hui, dans une planète qui est finie, dans une planète où on sait qu'on ne pourra pas exploiter indéfiniment, il y a des choix qui sont des choix un peu égoïstes quelque part. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce qu'on continue, comme je le disais, à avoir un 50e yacht de plus, ou est-ce qu'on a une répartition un petit peu des richesses qui est un peu correcte et qui va permettre d'apporter du bien-être à tout le monde? C'est juste ça. On veut pas, moi je veux pas une Ferrari. Je veux pas que tout le monde roule en Ferrari. Je veux pas que tout le monde ait un hélicoptère. Ça nous poserait d'autres problèmes. Je veux juste à un moment donné que les humains soient respectés et qu'ils puissent vivre dignement. Et puis souvent on remet la faute uniquement aux ultra riches en disant non mais c'est la faute des ultra riches. Mais moi ce que je vois c'est que par exemple quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, il va quand même jouer aujourd'hui en bourse. On peut aller en bourse, spéculer sur les matières premières. On peut. C'est que souvent en fait on s'imagine que on va rien changer en fait, qu'on n'est qu'une goutte d'eau et que ça va rien changer. Alors qu'au final c'est. Alors, je sais pas où je pars moi avec mes longues phrases, mais. Je pense que ce que vous venez de dire a été entendu par les spectateurs et je vais vous laisser là-dessus parce qu'on a la séance. Ah maintenant. Oui, c'est vrai que je me disais que ça mais par commence à contre, faire long. étant donné que c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie de m'avoir donné un peu de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne azère, merci. Bonne soirée. Ah, ils sont tous partis, ça y est. Alors. Bon, vous dites au revoir? Au revoir. Salut. À bientôt, merci Jean. Moi je reviens, je reviens de suite, j'arrive. Voilà. Bon, c'était pas mal. Je sais pas combien de temps ça a duré, je vois pas la timeline. Voilà.
j'espère que ce live vous a plu. Moi j'ai apprécié le faire. Voilà, donc je sais pas si samedi du coup je serai, il y a un rassemblement devant la préfecture, je sais pas encore. Voilà, de toute façon je vous tiendrai informé. Enfin vous verrez si le live y est de toute façon. Voilà. Bonne soirée à tous, merci.